En décembre 2024, il y a moins d'un an, l'État belge a été condamné pour crimes contre l'humanité. Au cœur de ce procès, l'histoire des enfants métis, nés d'un père blanc et d'une mère congolaise, que l'administration coloniale a volontairement enlevés à leur famille pour les placer de force dans des orphelinats ou les faire adopter, souvent sans consentement. La Cour d'appel de Bruxelles a reconnu la responsabilité de l'État et l'a condamné à indemniser les victimes de cette politique coloniale brutale. Parmi ces enfants, il y avait Lisa, ou plutôt Madeleine van der Voorde, métisse, arrachée à son frère Michel à l'âge de 5 ans, dans un orphelinat de Kisangani sous un soleil trop lourd pour comprendre ce qui se jouait. Parce que cette histoire n'est pas seulement celle d'une adoption, c'est l'histoire d'un vol, d'un frère brisé, d'une sœur disparue. C'est aussi celle d'un amour interdit, d'une prophétie qu'on a voulu effacer, d'un complot politique en Belgique et d'un tableau mystique volé à travers les siècles. Ce récit mêle blessures coloniales, secrets de famille et sacrifices. Et au cœur de tout cela, il y a Michel, un homme simple, sans armes, sans pouvoir, mais prêt à tout pour recoller les morceaux de sa vie. Parce qu'il y a des liens que ni le temps, ni l'exil, ni la douleur ne peuvent briser. Un amour fraternel assez fort pour traverser les océans, les mensonges et les décennies. Il ne cherche pas la justice, il cherche sa sœur. Une histoire de chronique d'un continent. Lisa avait 5 ans. Elle était si petite qu'on aurait pu croire qu'un coup de vent suffirait à l'emporter. Sa peau était d'un cuivre doux, comme si la lumière s'y accrochait avec tendresse. Ses cheveux, eux, étaient tressés en 2 nattes serrées qui glissaient sur ses épaules. On voyait bien que les sœurs avaient pris le temps de la coiffer, mais qu'elles ne savaient pas tresser les cheveux d'une enfant comme Lisa. Elle portait une robe blanche, trop repassée, trop neuve. On aurait dit qu'on l'avait habillée pour une cérémonie où elle n'avait pas été invitée. Assise sur le banc, les jambes qui ne touchaient pas le sol, elle tournait autour de son doigt un fil tiré de sa manche. Elle ne parlait pas. Mais son silence était bruyant. Elle savait. On voyait dans ses yeux qu'elle savait qu'on venait la chercher, qu'on venait la lui prendre. À côté d'elle, Michel, 8 ans. Grand pour son âge, mais ce jour-là, il n'était pas assez grand. Sa peau, plus sombre que celle de Lisa, avait cette profondeur qui absorbait la lumière. Ses traits étaient durs, pas ceux d'un enfant qui sourit souvent. Ses mains, posées sur ses genoux, semblaient prêtes à se fermer à tout instant. Mais il ne bougeait pas. Il fixait la porte, comme s'il voulait lui interdire de s'ouvrir. Michel et Lisa n'étaient pas des enfants qu'on pouvait séparer d'un geste. Ils étaient liés par quelque chose de plus fort que les décisions des adultes. Quelque chose d'invisible, mais qui, ce jour-là, allait se briser. Quand les sœurs sont arrivées avec le couple belge, le temps a ralenti. La femme s'est approchée, élégante, gantée, son sourire figé dans une politesse froide. Elle regardait Lisa comme on regarde une poupée dans une vitrine. Le mari, lui, restait en retrait, comme si cela ne le concernait pas vraiment. Les sœurs n'ont pas expliqué. Elles ont juste tendu la main vers Lisa, comme on tend la main vers un objet qu'on vient chercher. Lisa a alors cherché la main de Michel. Elle s'y est accrochée de toutes ses forces. Ses doigts étaient si petits.
Mais dans cet instant-là, elle voulait que ses doigts deviennent des chaînes. Michel a serré. Il a serré sa main sans dire un mot, comme si le silence pouvait suffire à faire reculer le monde. Mais le monde n'a pas reculé. La sœur a insisté. Elle a tiré sur l'épaule de Lisa, une fois, puis une deuxième. Les bras de Michel ont tremblé, pas par peur, par rage contenue. Il a planté ses talons dans le sol. Il voulait s'enraciner. Il voulait qu'il n'ait pas assez de force pour les séparer. Mais on finit toujours par lâcher. C'est dans la nature des petites mains d'enfants. Elles finissent par glisser. Il y a eu ce bruit, un froissement léger, le bruit d'un tissu qui cède. Et puis, Lisa n'a plus tenu. Elle est partie, tirée vers l'avant. Ses bras se sont tendus vers Michel, comme si ses bras eux-mêmes n'avaient pas compris qu'ils devaient lâcher. Et Michel, lui, n'a pas bougé. Il n'a pas couru après elle. Il est resté là, droit, les poings fermés. Ses lèvres tremblaient, mais il refusait de pleurer. Il refusait de leur donner ce spectacle. Je n'ai jamais su pourquoi je n'ai pas crié, pourquoi je n'ai pas couru. Je suis resté là, moi aussi, figé, lâche. Je me suis raconté que ce n'était pas mon histoire, mais j'ai menti. C'était la mienne aussi. Lisa est partie ce jour-là, par la grande porte, avec des gens qu'elle ne connaissait pas. Et Michel, lui, est resté sur ce banc. Mais ce n'est pas lui qu'on a laissé derrière. C'est ce qu'il avait de plus précieux qu'on a volé. Et ça ne se répare pas. L'Afrique entonnée, sa mélopée d'amour, au beau pays d'Asie. Toi, ma belle africaine, aux yeux remplis d'amour, bolingo, te voici fondre en larmes, rougir tes yeux au cœur brisé. Michel était beau. Pas beau comme ces hommes qu'on expose dans les vitrines. Beau comme la terre après la pluie. Un visage taillé dans la simplicité. Un regard droit. Une fierté silencieuse. Il n'avait pas besoin de parler pour qu'on le remarque. Il avait 22 ans. Élodie en avait 24. Dans un autre monde, cela aurait été banal. Mais pas ici. Pas dans cette ville coloniale où les regards blancs traçaient des frontières invisibles. Elle, fille d'un grand colon. Lui, orphelin d'une domestique. Ce qu'ils partageaient ne s'appelait pas relation. Ça n'avait pas de nom. C'était un entre-deux, fragile, dangereux. Ils se voyaient là où personne ne regarde. Dans les recoins d'un entrepôt, à la lisière du fleuve, derrière les ombres d'une villa. Chaque rencontre était un risque, mais aussi une nécessité. Ils ne se faisaient pas de promesses. Ils savaient qu'un geste de travers pouvait tout briser. Mais un soir, leur fragile équilibre a vacillé. Samuel les observait. Depuis des semaines, un domestique, comme la mère de Michel. Mais lui n'était pas comme Michel. Samuel rêvait de monter, de devenir plus que l'homme de l'ombre. Il connaissait le poids des secrets dans cette maison et ce qu'il pouvait rapporter. Ce soir-là, il a attendu qu'Élodie sorte de l'entrepôt, seule, le souffle court, les joues en feu. Il s'est approché sans bruit, juste assez pour qu'elle comprenne. Il n'a pas besoin de parler. Mais Samuel n'était pas un homme patient. Il voulait qu'elle sache, qu'elle sente la lame contre sa gorge même si elle était invisible. Mademoiselle Élodie. Le ton était faussement respectueux. Les mots étaient polis, mais le regard ne l'était plus. Vous savez, certains secrets peuvent faire beaucoup de bruit, surtout quand ils traversent les mauvaises oreilles. Élodie ne cille pas. Elle sait à quoi elle a affaire. Un homme qui ne menace pas pour le plaisir, un homme qui veut quelque chose. « Que veux-tu, Samuel ?» Le ton est glacial. Samuel sourit. Il a attendu cet instant. « Je veux partir à Léopoldville. J'ai besoin d'un appui. D'une lettre, vous comprenez. » Élodie comprend. Il ne demande pas. Il exige. Il veut une porte de sortie. Une ascension. Un prix pour son silence. Élodie inspire profondément. Elle sait qu'elle est coincée. Samuel ne bluffe pas. Dans ce pays, les murmures tuent plus vite que les balles. « Tu auras ta lettre. » Sa voix est sèche, sans émotion. Mais si tu t'avises d'approcher Michel ou de prononcer son nom à qui que ce soit, tu n'auras pas le temps d'acheter ton billet. Samuel sourit encore. Il sait qu'il a gagné. Mais il sait aussi qu'il vient de franchir une ligne qu'il ne pourra plus jamais retraverser. Je suis un homme discret, mademoiselle, vous le savez bien.
Et il s'éloigne, satisfait, la démarche lente, comme s'il savourait déjà sa victoire. Élodie reste seule. Elle ne bouge pas. Elle sent le poids invisible de cette menace s'enrouler autour d'elle. Elle n'a jamais eu peur pour elle. Mais pour Michel, c'est autre chose. Ce qu'ils partagent n'a plus d'espace pour respirer. Le monde autour d'eux rétrécit. Et la corde qui les relie commence à se tendre dangereusement. Ce soir-là, Élodie comprend que leur histoire n'ira pas plus loin que ces rendez-vous volés. Elle sait que chaque prochain pas sera une faute, et que la chute, inévitable, emportera Michel avant elle. Depuis quelques semaines, elle sentait Michel changer. Il parlait moins. Mais parfois, dans le silence, des mots revenaient. Des mots qu'il avait entendus du vieux Ngandou. Il disait « Il y aura un agneau debout, et ce jour-là, il faudra le réclamer ». C'était une phrase étrange. Élodie ne savait pas si Michel la comprenait lui-même, mais elle voyait qu'il y croyait. Comme si ces mots portaient en eux une mission, un ordre. Il ne parlait plus de Lisa comme avant. Il parlait d'un vide à combler, d'une chose qu'on lui avait prise et qu'il devait réclamer. Ce n'était plus seulement une quête, c'était devenu une prophétie. Élodie ne posait pas de questions. Elle le voyait s'éloigner, non pas d'elle, mais de ce monde qui ne voulait pas de lui. Il s'apprêtait à franchir une ligne, et elle savait qu'elle ne pourrait pas l'en empêcher. Ce soir-là, dans l'ombre de l'entrepôt, elle a compris que Michel n'avait jamais cessé de marcher vers ce qu'il appelait l'agneau debout, même si lui-même ne savait pas encore ce que cela signifiait. Michel voulait retrouver Lisa. C'était la seule chose qui comptait. Depuis le jour où on la lui avait arrachée, il n'avait plus su respirer normalement. Il vivait à moitié. Et il savait qu'il n'aurait jamais la paix tant qu'il ne reverrait pas son visage. Un jour, alors qu'il travaillait au port de Stanleyville, il a entendu parler de la délégation, la table ronde de Bruxelles. Les autorités coloniales organisaient des réunions officielles en Belgique. Pour la première fois, des Congolais seraient invités à discuter de l'avenir de leur propre pays. Mais cette délégation n'était pas pour Michel. Elle était taillée pour les intellectuels, les évolués, ceux qu'on avait choisis pour donner l'illusion d'un dialogue. Les leaders politiques, les syndicalistes, les figures qu'on voulait bien écouter. Ils n'étaient pas nombreux. Et surtout, ils étaient triés sur des critères que Michel n'avait jamais remplis. Il n'avait pas fait les bancs des grandes écoles. Il n'était pas un militant connu. Aux yeux des organisateurs, il n'était rien. Mais lui, il savait que dans cette délégation, il y avait sa seule chance. Il n'avait pas besoin d'une tribune. Il n'avait pas besoin d'un siège à la table des discours. Il lui fallait un billet, un passage. Et ce passage, il a décidé d'aller le chercher lui-même. Il a pensé à M. Janssens, l'ancien patron de sa mère, un colon qui avait toujours regardé Michel avec cette distance polie, mais qui n'avait jamais été cruel. Janssens représentait tout ce que Michel méprisait dans le système colonial. Mais il savait aussi que cet homme-là pouvait d'un mot lui ouvrir la porte qu'on s'efforçait de lui fermer. Alors Michel a franchi le portail de la villa. Il n'a pas demandé la permission. Il a sonné, il a attendu. Quand Janssens l'a vu, il a eu ce léger recul, cette hésitation d'un homme surpris de revoir un visage qu'il n'avait pas cherché. Mais il l'a fait entrer. Michel n'a pas cherché à convaincre. Il a parlé avec ses mots. Il a dit qu'il voulait aller en Belgique. Pas pour s'asseoir à leur table, pas pour faire joli sur une photo. Il voulait retrouver ce qu'on lui avait pris. Il n'a pas parlé de Lisa. Il n'a pas parlé de prophétie. Il a parlé d'un voyage, d'un besoin de comprendre ce monde qui décidait sans lui. Janssens l'a écouté, longtemps, peut-être par curiosité, peut-être par cette conscience molle que certains appellent remords. Et à la fin, il a accepté, sans promesse grandiloquente. Juste un « je vais voir ce que je peux faire ». Peut-être était-ce de la nostalgie, peut-être une envie tardive de bien faire, ou peut-être cherchait-il à se donner bonne conscience. Toujours est-il qu'il a pensé à un nom, un ancien camarade qu'il n'avait pas revu depuis des années. Émile de Witt. Ils avaient été collègues, à une époque où les lignes du pouvoir colonial se dessinaient dans les clubs privés de Bruxelles. De Witt, fonctionnaire au ministère des colonies, avait cette capacité d'obtenir des passe-droits, de glisser des noms sans faire de vagues.
Janssens ignorait tout des idées noires que De Witt mijotait. Toujours est-il que ce même Émile De Witt était le patriarche d'une famille dont le fils, Antoine De Witt, n'était autre que le mari d'Élodie. Quand Janssens a contacté De Witt, il pensait simplement jouer de ses vieilles relations. « Je te demande un petit service, Émile. Il y a un jeune garçon ici, Michel Kiika. Il mérite de voir autre chose que ce porc. » De Witt a écouté, en silence, le sourire fin. Pour lui, ce Michel était une opportunité, parfaite, inespérée. Un Congolais sans dossier, sans influence, un pion idéal pour ses jeux d'ombre. Il n'a rien promis à Janssens. Mais dès le lendemain, il a fait glisser le nom de Michel sur la liste logistique de la délégation. Pas en tant que délégué officiel, comme remplaçant officieux d'un assistant évincé. Samuel. Personne n'a posé de questions. Personne n'a vérifié. Le billet était prêt. Michel allait partir, sans savoir qu'il venait d'entrer dans la cage. Quelques jours avant le départ, Janssens a revu Michel. Il lui a tapé sur l'épaule, comme on félicite un jeune porteur de bonne volonté. Tu vois, Michel, il suffit parfois de demander. Michel a esquissé un sourire. Il n'a pas dit merci. Pas besoin. Dans son cœur, il savait que ce voyage, il le prenait. Il ne le devait à personne. Le jour du départ, il n'a rien dit à Élodie. Ce voyage n'était pas pour elle. C'était pour Lisa, pour tenir une promesse que les Blancs avaient brisée. Il a traversé les rues de Stanleyville une dernière fois, les épaules droites, le regard fixé sur un horizon qu'il ne connaissait pas, mais qu'il était prêt à affronter. L'avion attendait, et avec lui, le piège. Décembre 1959, Bruxelles. Michel ne sent plus ses doigts. Le froid le traverse jusqu'à l'os. Chaque inspiration brûle ses narines. Et pourtant, il ne s'arrête pas. Il marche. Il observe. Il avale cette ville sans trop comprendre ce qu'elle lui fait. Rien ici ne respire. Tout est figé, propre, précis, silencieux. Depuis son arrivée, il suit les instructions qu'on lui a données. Réunion, signature, présence obligatoire. Toujours à l'écart, jamais invité à parler. Comme s'il n'était là que pour remplir une chaise. Mais ce matin-là, quelqu'un l'attend à la sortie du bâtiment administratif. Une femme. Manteau gris, foulard noué autour du cou, cheveux tirés, regard fixe. Elle n'est ni chaleureuse ni hostile, juste là, présente, avec une précision qui dérange. Monsieur Kiika, sa voix est douce, mais ne laisse pas de place au refus. Michel hoche la tête. Elle ne donne pas son nom. Mais elle glisse une enveloppe dans sa poche. On m'a demandé de vous guider dans les jours à venir. C'est pour vous. Ouvrez-la ce soir, pas avant. Et elle disparaît. Michel reste figé. Personne ne lui avait dit qu'on lui assignerait quelqu'un. Encore moins. Ça. Ce soir-là, dans sa chambre froide et vide, il ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, une adresse, un lieu, un rendez-vous et une phrase manuscrite. La clé est dans l'agneau. Tu dois comprendre. Michel relit la phrase 3 fois. La clé? L'agneau? Il pense à Lisa, à la prophétie du vieux Ngandu, à cette phrase étrange qu'il lui avait dite un jour dans un souffle brisé. Quand tu reverras l'agneau, la vérité viendra avec le sang. Il n'a jamais su si c'était une métaphore ou une malédiction. Le lendemain, il retrouve la femme à l'adresse indiquée. Un petit appartement en hauteur, discret, loin du centre. Elle l'attend avec du thé. Je m'appelle Maria de Smet. Je suis historienne. Mais ce n'est pas pour ça qu'on m'a envoyé. Michel la regarde sans répondre. Elle sort un dossier. On m'a dit de t'aider, mais pas de t'expliquer. Alors je vais faire les deux. Parce qu'ici, on t'a menti. Tu n'es pas un délégué. Tu es un pion. Elle le fixe. Il ne comprend pas tout, mais il comprend l'essentiel. Tu remplaces un homme que De Witt a discrètement écarté. Tu n'aurais jamais dû être ici. Michel se lève brusquement. Il comprend qu'il a été piégé. Maria s'approche. Elle baisse la voix. Il y a des gens dans cette ville qui préparent un coup. Ils veulent saboter les négociations, te salir, t'éliminer s'il le faut. Pourquoi moi? Parce que tu es seul, perdu, facile à manipuler. Elle marque une pause. Mais tu peux encore choisir. Soit tu serres leur plan, soit tu sors de l'échiquier en bougeant. Michel serre les poings. Il repense à Lisa, à Ngandu, à l'agneau. Il ne sait pas encore ce que signifie cette phrase. Mais il comprend une chose. Il doit découvrir ce qu'on lui cache. Et il sait maintenant une autre chose. Maria de Smet est de son côté. Du moins pour l'instant.
Une histoire de chronique d'un continent. Émile de Witt n'était pas seulement contre l'indépendance, il voulait la rendre impossible, faire exploser l'image même d'un Congo capable de se gouverner. Alors, il a conçu un plan pour salir la délégation congolaise avant même qu'elle ne parle. Ce plan avait un nom, Michel, un jeune noir sans réseau, sans défense, facile à manipuler, parfait pour porter le poids d'un crime. De Witt recruta 2 hommes, des extrémistes flamands, anciens de l'OAS belge, experts en opérations clandestines. Leur mission, poser une bombe dans l'hôtel où séjournaient certains membres de la délégation belge. Pas une bombe pour tuer en masse, mais assez pour provoquer la panique, assez pour créer un scandale. Et c'est Michel qui serait retrouvé sur les lieux. Le pigeon. Tout était prêt. Le sac contenant l'engin explosif avait été discrètement confié à Michel par un pseudo-employé de l'hôtel, prétextant une livraison pour le chef de délégation. Michel, naïf, obéissant, a pris le sac sans poser de questions. Mais quelqu'un veillait. Élodie. Quelques jours plus tôt, elle avait surpris une conversation entre son mari Antoine et son père De Witt. Une phrase, un éclat de voix. Il faut que ça explose avant le discours de Lumumba. Et ce garçon, ce Michel, il est parfait. Elle n'avait pas tout compris. Mais elle avait entendu assez. Elle avait envoyé Maria de Smet à l'hôtel. Une amie d'enfance, discrète, vive, intelligente. Elle lui avait murmuré « Protège-le, ne pose pas de questions ». Et Maria avait obéi. Le soir venu, Michel était là. Le plan était en place. À minuit, une petite valise devait exploser dans le hall de l'hôtel du parc. Pas pour tuer, pour salir. Et dans les papiers de cette valise, un nom, Michel Kiyika. Le Congolais inconnu, sans mandat, sans défense, parfait pour incarner le chaos. Mais ce soir-là, quelqu'un a brisé la mécanique. Quelques heures avant l'explosion prévue, Maria de Smet retrouva Michel dans un couloir vide du 2e étage. « Ils veulent te faire tomber », dit-elle sans détour. « Qui ? De Witt. L'homme qui t'a fait venir ici. Il ne t'a pas choisi pour te donner une chance. » Michel recula d'un pas. Il portait encore la valise suspecte qu'un employé lui avait remise quelques heures plus tôt. « Pose ça, maintenant ?» Maria ouvrit le sac. À l'intérieur, un petit dispositif, simple mais réel, avec des papiers portant son nom. Michel se figea. « Mais pourquoi moi ?» Maria ne répondit pas. Elle n'était pas seule. Dans l'ombre du couloir, une silhouette s'avança. Élodie, « Parce que tu es visible, parce que tu n'as personne pour te défendre, » dit-elle, la voix ferme. Michel ne comprenait pas. Tu savais? J'ai tout appris par Antoine, mon mari, le fils de Witt. Je t'ai envoyé Maria dès que j'ai compris. Elle le regarda droit dans les yeux. Tu n'as rien à faire ici. Il faut que tu partes, maintenant, avant que quelqu'un remarque ce sac vide. Michel regarda l'objet à ses pieds. Il voulait crier, frapper, comprendre. Mais il n'en avait pas le temps. Maria sortit un billet de train. Dans la nuit bruxelloise, Michel monta dans un train vide, emportant avec lui la peur, la colère et un mystère. La nuit était froide et humide. Michel, les épaules voûtées, errait depuis des heures dans les rues désertes. Il finit par s'asseoir sur un banc de gare, le bois glacé lui traversant les os. Devant lui, les rails s'étendaient à perte de vue, lignes d'acier qui semblaient mener vers d'autres vies, d'autres destins, mais jamais vers celle qu'il cherchait. Il ferma les yeux et, comme toujours, l'image de Lisa vint à lui. Il la revoyait enfant, serrant contre elle une poupée de chiffon rafistolée, ignorant encore que le monde pouvait être cruel. Puis, sans qu'il le veuille, le souvenir de leur mère surgit, brutal. Son visage, puis ce qu'il avait appris. Cette nuit où elle avait été violée à Stanleyville et ne s'en était jamais relevée. Il n'avait pas vu son corps, mais les récits avaient suffi à sculpter en lui une plaie qui ne cicatriserait jamais. Il se souvenait du silence lourd qui avait suivi, de cette maison vidée de chaleur, et du moment où Lisa avait disparu, comme arrachée d'un livre avant la fin du chapitre. Cette nuit-là, sur ce banc, il se demanda si elle avait eu peur, si elle avait crié,
Si elle avait seulement eu quelqu'un pour lui tenir la main. Ses doigts se crispèrent autour de son manteau usé. Le froid n'était rien. Il avait appris à vivre avec le vide. Mais l'idée que Lisa ait pu grandir sans savoir qu'il la cherchait le rongeait. Il s'imaginait franchir des frontières invisibles, traverser des villes et des visages, juste pour tomber un jour sur son regard. Il savait que ce rêve relevait peut-être de la folie, mais il s'y accrochait avec l'obstination des naufragés qui refusent de lâcher la planche qui les maintient à flot. Sous les lampes jaunes de la gare, Michel murmura son nom, comme une prière. « Lisa, attends-moi » Et ce soir-là, malgré la morsure du froid et l'incertitude des jours à venir, il finit par s'endormir sur ce banc, bercé par l'illusion qu'au matin il trouverait une piste vers elle. Au matin, Michel se réveilla engourdi, la nuque douloureuse. Les rails de la gare luisaient sous une fine pluie. Il se redressa lentement, balayant la brume de ses pensées, et reprit sa marche. Chaque pas résonnait comme un écho creux dans la ville encore endormie. Il avait appris la veille qu'une femme congolaise travaillait comme domestique dans une maison bourgeoise, à quelques rues de là. On disait qu'elle avait été adoptée enfant, juste après la guerre. Michel sentit une lueur brûler en lui, et s'y accrocha comme à une promesse. Il marcha vite, presque en courant. En arrivant, il s'arrêta au portail. Une grande maison de pierre, fenêtres hautes, jardin ordonné. Il frappa. Un vieil homme en livrée lui ouvrit, le jaugeant d'un regard méfiant. Michel demanda à voir la femme. L'homme hésita, puis disparut à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, une silhouette apparut. Ce n'était pas Lisa. La femme était plus âgée, le visage fatigué par des années de service. Pourtant, Michel sentit son cœur se contracter. Elle avait la même peau, la même démarche prudente que sa sœur enfant. « Vous avez été adoptée, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Elle le fixa, interloquée. « Oui, mais je ne suis pas celle que vous cherchez. » Il sentit ses épaules s'affaisser. La femme, gênée, voulut refermer la porte. Michel, désespéré, insista. « Vous souvenez-vous d'autres enfants ?»« Une petite fille, Lisa. » Elle hésita un instant, baissa les yeux, puis répondit doucement. « Il y a eu une autre petite. Mais elle est morte, monsieur. Fièvre, l'hiver de son arrivée. » Ces mots lui coupèrent le souffle. Un froid plus cruel que celui de la nuit s'abattit sur lui. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit. La femme referma doucement la porte comme on ferme un cercueil. Michel resta là, planté devant la maison, sous la pluie fine. Il avait l'impression qu'on venait de lui arracher à nouveau sa sœur, une deuxième fois. Et pourtant, il n'était même pas sûr que cette histoire soit vraie. Peut-être mentait-elle. Peut-être qu'on la lui cachait encore. Il repartit, les mains vides, la gorge serrée, et en passant devant la vitrine d'un café, il crut apercevoir le reflet de Lisa, derrière la buée. Mais ce n'était qu'une passante blonde qui buvait son chocolat chaud. Ce soir-là, Michel dormit encore dehors. Mais cette fois, il ne rêva pas. Quelques jours plus tard, Michel pousse la porte d'un petit café de quartier. Thomas lui a donné rendez-vous ici. Rien d'officiel. Juste deux hommes, deux exilés d'un même pays, venus panser des blessures différentes. Ils s'installent près de la vitre, là où le givre dessine encore des nervures. Le serveur dépose 2 cafés, puis disparaît. Un long silence. Michel ne parle pas beaucoup. Il observe, hoche parfois la tête, écoute surtout. L'autre, c'est Thomas Lukusa. Membre de la délégation. Costume froissé, lunettes rondes, un regard vif derrière une fatigue mal camouflée. Il aime les mots, Thomas. Il les jette comme on allume un feu, espérant que quelque chose prenne. « Tu dors bien depuis que t'es ici ?» demande Thomas, les yeux dans sa tasse. « Je dors pas. »« Moi non plus. Trop de pensées, trop de souvenirs. » Un silence. « Tu cherches ta sœur, hein ?» glisse-t-il doucement, sans ironie. Michel lève les yeux. « Oui. »« Je comprends. Moi, je cherche un pays. » Il sourit tristement, puis ajoute plus bas. « T'as l'impression que plus tu cherches, plus ça s'éloigne. » Michel acquiesce. Thomas fixe la buée sur la vitre, puis il murmure. « Tu sais, parfois on cherche une chose et c'est une autre qui nous trouve. » Il marque une pause. « Je suis allé à Gand l'autre jour. T'y es déjà allé ?»« Non. » Thomas se redresse, l'air soudain éveillé. « C'est une ville étrange, fière, froide, mais il y a quelque chose là-bas que tu devrais voir. Une œuvre, une peinture. Tu connais le retable de l'agneau mystique ?»« Non.
Un tableau, à la cathédrale Saint-Bavon, vieux de plusieurs siècles. Mais c'est pas un tableau comme les autres. Michel fronce les sourcils. Tous les empires qui ont humilié la Belgique l'ont volé, ce tableau. Les Français, les Allemands, les nazis. À chaque fois, il part en Allemagne ou en France. Et à chaque fois, quand la Belgique retrouve sa dignité, elle le récupère. Il s'interrompt. Michel fixe la vapeur de son café. C'est un trophée? Mieux que ça. Un miroir. Ce tableau, c'est une prophétie. Du pouvoir, de la domination, du sacrifice. Et là, Thomas baisse la voix, un ton de confidence. Tu sais ce qu'il y a au centre du retable? Un agneau. Calme, imperturbable. Il saigne dans un calice. Autour de lui, les puissants s'inclinent. Michel ne répond pas. Mais quelque chose dans ses pupilles se fige. On dit que cet agneau, c'est le monde, le vrai, le mystique, le sacré. Il ne pleure pas, il attend. Thomas ajoute, presque en chuchotant. Certains pensent qu'il apparaîtra sous une autre forme un jour, un homme, un sacrifice vivant. Le mot résonne. Sacrifice. Michel sent une sueur froide couler dans son dos. Il revoit le vieux Ngandou. La prophétie, l'agneau, le sang. Mais le vieux Ngandou n'avait jamais parlé d'un tableau. Et pourtant, tout s'imbrique. Le regard de l'agneau, l'histoire du Congo, le silence. Lisa. Thomas se rassoit dans son siège pensant que la discussion s'éteint. Mais Michel, lui, est ailleurs. Il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Mais il sait que ce soir-là, quelque chose a changé. Et que parfois, les prophéties prennent la forme d'un tableau. Les jours se succèdent en Belgique. Et Michel continue à jongler entre ses obligations au sein de la délégation congolaise et sa quête personnelle pour retrouver Lisa. Bien que les discussions politiques et les réunions intellectuelles soient au cœur de ses journées, Michel ne peut s'empêcher de ressentir un profond malaise. Les débats auxquels il assiste sont souvent complexes, teintés de références historiques et philosophiques qui lui échappent. Chaque réunion lui rappelle douloureusement qu'il n'est pas à sa place parmi ces hommes instruits. Ce sentiment d'inadéquation le hante, renforçant son impression d'être un étranger non seulement en Belgique, mais aussi parmi ses propres compatriotes. Cette frustration le pousse à redoubler d'efforts dans sa recherche de Lisa. Un jour, alors qu'il fouille dans des archives qu'il a réussi à consulter après de nombreux refus, Michel tombe sur une piste prometteuse. Il découvre des documents qui mentionnent une famille belge, les Van der Voorde, ayant adopté une petite fille congolaise au début des années 1940. L'âge et les détails correspondent à ce qu'il sait de sa sœur. Cette avancée galvanise Michel. Pour la première fois depuis son arrivée en Belgique, il sent qu'il est sur le point de retrouver sa sœur. Mais en même temps, cette découverte le place face à un dilemme de plus en plus pesant. Doit-il concentrer tous ses efforts sur la recherche de Lisa ou poursuivre cette mission mystique qui, malgré tout, continue de l'obséder? Parallèlement à ses recherches, Michel devient de plus en plus convaincu que le retable de l'agneau mystique est lié à la prophétie que le vieux Ngandou lui avait transmise. Il commence à envisager sérieusement l'idée de voler le tableau. Cette idée, d'abord vague et insensée, prend peu à peu forme dans son esprit. Michel est persuadé que s'il réussit à ramener ce symbole au Congo, il pourra changer le cours de l'histoire, compenser ce qu'il perçoit comme son manque d'éducation et de légitimité parmi les autres membres de la délégation. Michel, un homme qui n'est peut-être pas particulièrement brillant, mais qui portait en lui un profond désir de bien faire et une volonté inébranlable d'aider les autres. Depuis son arrivée en Belgique, il avait discrètement cherché à se rendre utile au sein de la délégation, accomplissant les tâches ingrates que personne ne voulait faire, s'efforçant de compenser par son dévouement ce qui lui manquait en savoir ou en influence. Chaque journée était une épreuve pour lui, non seulement parce qu'il peinait à comprendre les débats complexes, mais aussi parce que ces petites tâches, bien qu'épuisantes, représentaient pour lui un moyen de prouver sa valeur. C'était sa façon de se battre, d'apporter sa contribution à cette cause bien plus grande que lui, même si cela signifiait s'épuiser pour un travail qui passait souvent inaperçu. Pour Michel, l'important n'était pas d'être reconnu, mais de se savoir utile, de sentir qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand,
même à travers ses modestes efforts. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Michel se retrouve dans un café avec d'autres membres de la délégation congolaise. Les discussions sont animées, chacun donnant son avis sur les stratégies à adopter pour les futures négociations. Michel, comme à son habitude, reste en retrait, écoutant plus qu'il ne parle. C'est alors qu'un des délégués, Joseph Ekwele, un homme connu pour son éloquence et son arrogance, se tourne vers Michel avec un sourire moqueur. « Alors, Michel, qu'as-tu à dire sur tout cela ?» demande-t-il d'un ton sarcastique. « Ou peut-être que tu es trop occupé à rêver, perdu dans tes pensées. » La remarque fait sourire certains des autres hommes, mais Michel, blessé dans son orgueil, sent une colère sourde monter en lui. Joseph, voyant qu'il a touché un point sensible, enfonce le clou. « Tu es ici comme un spectateur, Michel. Tu ne comprends même pas la moitié de ce qui se dit. Que fais-tu ici, à part occuper une place que quelqu'un de plus compétent pourrait remplir ? Tu n'es qu'un inutile à la délégation et au destin de notre pays. » Ces paroles frappent Michel en plein cœur. La honte et la colère se mêlent en lui, alimentant une rage qu'il peine à contenir. Les mots de Joseph font écho à ses propres doutes, à ses insécurités profondes. Mais au-delà de l'humiliation, il sent aussi une menace, comme une mise en accusation voilée. Une manière de dire « tu n'es pas des nôtres, tu n'as rien à faire ici, tu trahis peut-être notre cause ». C'est à ce moment précis que quelque chose se brise en lui. Michel quitte le café brusquement, laissant derrière lui les regards amusés ou gênés de ses compatriotes. Il marche vite, sans se retourner. Il sent une urgence brûlante, une pulsion irrépressible. Tout se confond dans son esprit. La prophétie du vieux Ngandou, le regard de Lisa enfant, les moqueries de Joseph, le sang de l'agneau. Son impuissance devient action. Sa honte devient résolution. Cette nuit-là, Michel prend sa décision. Il ira à Gand. Il volera le retable, il ramènera au Congo un symbole plus grand que tous les discours, un acte fou ou prophétique. Arrivé à Gand, Michel se dirige directement vers la cathédrale de Saint-Bavon. La ville est presque déserte à cette heure tardive, les rues silencieuses sous la lumière froide des réverbères. Michel avance d'un pas rapide, déterminé, mais son cœur bat la chamade. Il sait que ce qu'il s'apprête à faire est fou, peut-être même impossible, mais il ne peut plus reculer. Devant la cathédrale, Michel ressent une dernière vague de doute, une hésitation. Mais l'image de Joseph le traitant d'inutile, de spectateur passif, balaye tout reste de peur. Il entre dans l'édifice, son pas résonnant dans le silence sacré. La cathédrale est plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par quelques bougies tremblotantes. Michel avance vers le retable, le cœur battant à tout rompre. Quand il se trouve enfin face à l'agneau mystique, il est frappé par la beauté et la sérénité de l'œuvre. L'agneau au centre du tableau semble le fixer, comme pour le défier de poursuivre son acte. Michel ressent une étrange connexion, un mélange de fascination et de terreur. Ce tableau, si paisible en apparence, cache en lui des siècles de conflits, de convoitises, de sacrifices. Michel sent le poids de l'histoire sur ses épaules, mais il est trop tard pour reculer. Il sort les outils rudimentaires qu'il a réussi à se procurer. Ses mains tremblent légèrement, alors qu'il commence à s'attaquer à l'encadrement du tableau. Chaque mouvement est délicat, précautionneux, mais aussi désespéré. Le silence de la cathédrale semble se densifier autour de lui, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Alors qu'il lutte pour détacher l'un des panneaux, Michel entend soudain un bruit derrière lui. Il se fige, le cœur battant à tout rompre, ses sens en alerte. Mais le bruit ne se répète pas, peut-être n'était-ce que le vent ou une simple illusion. Michel reprend son travail, mais la peur commence à s'insinuer en lui. Et s'il échouait? Et s'il se faisait attraper? Alors qu'il est sur le point de détacher complètement le panneau, Michel est soudainement surpris par une lumière vive et des voix qui résonnent dans la cathédrale.
Pris de panique, il se redresse brusquement, le panneau à moitié libéré dans ses mains tremblantes. Un gardien, alerté par le bruit, l'a découvert. Michel, le cœur battant à tout rompre, se précipite vers la sortie, mais dans sa précipitation, il glisse sur le sol de marbre humide et chute lourdement. Avant qu'il ne puisse se relever, il sent une douleur vive traverser son flanc. Le gardien a tiré, et Michel, grièvement blessé, s'effondre, sentant la vie s'échapper lentement de son corps, alors que la lumière vacille autour de lui. Madeleine Duclos est dans la cuisine de sa maison, en train de préparer un bouquet de fleurs fraîches pour la table du salon. Le soleil d'après-midi filtre à travers les grandes fenêtres, baignant la pièce d'une lumière douce. Tandis qu'elle ajuste les fleurs dans un vase, ses pensées vagabondent, se perdant parfois dans des souvenirs qu'elle ne parvient pas toujours à saisir. Alors qu'elle se dirige vers le salon pour poser le vase sur la table, une vieille photographie glisse d'un livre ouvert sur une étagère. Intriguée, Madeleine se penche pour la ramasser. Lorsqu'elle retourne la photo, elle aperçoit un nom écrit au dos. Un nom qu'elle n'a pas entendu depuis des années. Lisa van der Voorde. Son propre nom, celui qu'elle portait avant de devenir Madeleine Duclos. Au même moment, un léger coup se fait entendre à la porte du salon. Un domestique entre, l'air légèrement inquiet. « Madame ? Excusez-moi de vous déranger, mais quelqu'un est venu vous voir. Il a un message pour vous. » Madeleine fronce les sourcils, surprise. « Un message ? De qui ?» Le domestique hésite avant de répondre. « C'est un homme, madame. Il a dit qu'il cherchait Lisa van der Voorde. Il vient du Congo. Il voulait vous rencontrer, mais il est actuellement hospitalisé, grièvement blessé. » Le cœur de Madeleine se serre brusquement. Le Congo, Lisa, van der Voorde. Des noms et des lieux qu'elle avait tenté d'enfouir dans les recoins les plus sombres de sa mémoire. Elle se redresse, le souffle court, sentant une vague d'émotion la submerger. « Où est-il » demande-t-elle d'une voix soudainement pressée. « À l'hôpital Saint-Luc, madame. »« Chambre 203 » répond le domestique, inquiet du trouble visible sur le visage de sa maîtresse. Madeleine ne perd pas une seconde. Elle laisse tout derrière elle, son vase, ses fleurs, et se précipite hors de la maison. Le trajet jusqu'à l'hôpital se fait dans un flou d'émotions contradictoires. Le visage de cet homme lui est inconnu, mais elle sent au plus profond d'elle-même que cette rencontre va bouleverser sa vie. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital, Madeleine se dirige directement vers la chambre indiquée. Ses pas résonnent dans le couloir, chaque son amplifiant l'angoisse qui grandit en elle. Enfin, elle atteint la porte de la chambre 203. Elle s'arrête un instant, la main sur la poignée, essayant de calmer le battement frénétique de son cœur. Elle entre doucement. La pièce est silencieuse, à l'exception du bip régulier des machines qui maintiennent le patient en vie. Sur le lit, elle le voit. Un homme à la peau sombre, marqué par les années et les épreuves. Son visage, bien que creusé par la souffrance, porte une douceur familière. Une tendresse qui éveille en elle des souvenirs lointains. Madeleine s'approche lentement du lit, ses yeux se posant sur le visage de l'homme. Lorsqu'elle atteint son chevet, elle sent une reconnaissance immédiate, malgré le temps qui a passé. Les traits sont plus durs, mais c'est bien lui. « Michel », murmure-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Les paupières de Michel tremblent légèrement. Il ouvre les yeux avec difficulté, cherchant à se concentrer sur la silhouette qui se tient près de lui. Quand ses yeux rencontrent ceux de Madeleine, une lueur de reconnaissance éclaire son regard. « Lisa » souffle-t-il faiblement, un sourire fragile se dessinant sur ses lèvres. « Tu es en vie. » Les larmes montent aux yeux de Madeleine, coulant librement sur ses joues. Elle prend la main de son frère dans la sienne, serrant doucement. « Oui, Michel, je suis là. » Mais à mesure qu'elle parle, elle sent la prise de Michel se relâcher. Son souffle devient plus court, plus laborieux. Madeleine,
le cœur brisé, comprend que ce moment, aussi tragique soit-il, est leur premier et dernier adieu. « Je suis désolée », parvient-elle à murmurer, sa voix se brisant sous le poids des regrets accumulés. « Je suis tellement désolée, Michel. » Michel la regarde une dernière fois, ses yeux remplis d'une tendresse infinie. Un faible sourire se dessine sur ses lèvres, presque imperceptible. « Ce n'est pas ta faute, » murmure-t-il. Ces mots à peine audibles, portés par un souffle mourant. « Je t'ai retrouvé, c'est tout, ce qui compte. » Et avec ces derniers mots, le regard de Michel se voile doucement. Sa main glisse de celle de Madeleine. Un silence lourd s'installe, entrecoupé seulement par le bip continu des machines, signifiant la fin. Madeleine reste immobile, figée dans cet instant où elle a tout perdu et tout retrouvé en même temps. Les larmes inondent ses joues, mais elle ne fait aucun geste pour les essuyer. Elle sait que le moment est passé, que ce dernier adieu est leur réconciliation, leur réunion après tant d'années de séparation. Le temps semble s'arrêter autour d'elle et Madeleine se penche, déposant un baiser sur le front froid de Michel. « Je t'aime, mon frère », murmure-t-elle doucement, un dernier adieu, un dernier acte d'amour pour celui qu'elle a retrouvé trop tard.